Bonjour, je m'appelle Jocelyn Ovono, docteur en psychopathologie, psychologie clinique, spécialité violence et traumatisme, autrement dit psychocriminologie. Alors je suis enseignant, chercheur à l'université Omar Bongo. Je vais tenter de suivre l'actualité avec un fait que nous avons eu récemment. Le meurtre de ce jeune lycéen de du lycée Paul Indjenjen Goljou la semaine dernière. Paraît-il, le meurtre survient. On disait au départ que c'était avec un condisciple. Or, ce serait un jeune qui passait tout à fait par là, qui n'avait rien à voir avec lui, donc il n'y a pas de relation entre la victime et l'auteur des faits. Il n'y a pas de relation réelle, il faut le dire, parce qu'on va s'expliquer plus après. Donc, et le jeune homme aurait piétiné l'auteur des faits, et celui-ci aurait réagi d'une manière disproportionnée, sans pourtant, enfin, n'aurait pas demandé réparation ou explication aux jeunes. Et je ne suis pas au fait de manière exacte des faits, mais c'est à peu près ce que l'économie que nous avons eue de ce drame. Et il aurait sorti le couteau, poignardé, sous les yeux des autres condisciples, la victime. Alors, le thème, naturellement, c'est la violence. J'ai des collègues qui ont sorti un livre sur la violence au Gabon. Je crois que on va trouver les mêmes concepts, les mêmes réalités, la même métapsychologie, hein, ou la même psychologie, les mêmes tensions dans les autres univers ou dans les autres sociétés. Alors, la violence est d'actualité. Je vais au départ d'abord relever le fait que est-ce qu'il y a plus de violence aujourd'hui qu'avant? Plus ou moins. Plus parce qu'il y a l'effet de médiatisation. La médiatisation fait en sorte qu'autant pour moi, la médiatisation fait en sorte que une chose qui pouvait se passer dans un quartier, tout à fait dans la discrétion, est su aujourd'hui à 5000, 10 000 km. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la médiatisation surinforme. Ça veut dire que la même information peut passer 5 à 6 fois. Donc, va réactiver le même type d'émotion autant de fois. Et créer de l'angoisse, de l'anxiété et parfois des psychoses sur le plan social. Donc, il faut relever le fait de la surmédiatisation qui a un effet amplificateur sur l'effet des violences. Alors, cette parenthèse fermée, j'ai voulu parler aujourd'hui de quelques concepts qui me paraissent essentiels dans les notions de violence. En suivant la société américaine, où les violences viennent de se dérouler, je crois, hier, hein, il y a la notion de porosité des limites que je commence à constater. Il y a la notion d'explosivité que je lie au concept que je suis en train de forger, qui est le concept de résilience. Mais toutes ces notions, porosité des limites, résilience, explosivité, appartiennent au registre lui-même de la violence. Mais en fait, en termes étymologiques, la violence est une réaction, est une réalité fondamentale à la vie. La violence est inhérente à la vie. Il n'y a pas de vie sans violence. Le premier acte, la sexualité, est un acte violent. La conception est un acte violent. La naissance est un acte violent.
Et le premier cri de l'enfant nous prouve que il faut se faire violence pour vivre. Tout le processus de la vie est... en fait, la violence est consubstantielle au processus de vie. La vie est violence. Je crois que Darwin nous enseigne qu'il n'y a que les plus forts qui vivent, qui survivent. Donc, il n'y a que ceux qui sont adaptés, qui sont capables de s'adapter, de s'accrocher à la vie, qui survivent. Donc, la violence est un terme à ne pas jeter en pâture à la négativité parce qu'elle est propre à la vie. Mais la violence va engendrer, en fonction des virtualités psychodéveloppementales, en fonction des fixations, des psychotraumatismes liés au processus développemental chez un être humain, la violence peut générer des formes d'agressivité, de destructivité, d'hétéro ou d'auto-destructivité qui sont liées à la composante sadique. La violence peut prendre cette composante-là. Que la composante soit sadique ou masochistique, on est toujours dans l'agressivité, puisqu'on est dans l'hétéro ou l'auto-agressivité, dans l'un comme dans l'autre. Donc, 3 concepts sont à relever pour moi. La violence est un processus d'autoconservation, c'est une conduite d'autoconservation. La violence consiste à reconnaître ses droits et ses devoirs, donc à se protéger face à l'autre, à éviter d'être détruit, écrasé, anéanti par l'autre. Donc la violence est un processus, donc, je me répète, excusez-moi, d'autoconservation. La violence va engendrer, lorsqu'elle est mal élaborée, lorsque la relation triangulaire, la relation entre père, mère, enfant ou les autres objets est mal entreprise, lorsque ce processus est mal tenu, est mal conduit, il peut y avoir des fixations, des vulnérabilités sur le plan narcissique et générer des formes de survie, des violences de survie, des violences de surprotection qui vont conduire à des agressivités d'anticipation. Autrement dit, je détruis avant qu'on ne me détruise, j'élimine avant qu'on ne m'élimine, et j'anéantis, j'humilie avant qu'on ne m'humilie, pour éviter la surhumiliation, pour éviter sur le plan symbolique la surmort, une mort de nouveau en dehors de celle que j'ai vécue pendant mon histoire. Donc, vous avez des réactions comme ça, ultérieures, qui vont être basées sur les formes de violence, les traumatismes que le sujet a vécu. Ensuite, ce que j'appelle l'agressivité, c'est l'hétéro ou l'auto-destructivité. Donc, dans l'agressivité, tu as la destruction de l'autre, tu peux aussi avoir la destruction de toi-même. La destruction de soi, la plus passive, je l'appelle l'inhibition. La capacité même d'ouvrir la bouche pour se défendre. On est dans une violence retournée, une agressivité retournée contre soi. Vous avez d'autres formes de conduite agressive qui sont le passage à l'acte, la destruction de l'autre. Vous avez, autant pour moi, des conduites d'auto-agressivité, autant pour moi. Vous avez, en dehors de l'inhibition, d'autres conduites auto-agressives qui sont les mutilations, qui sont le suicide, qui sont d'autres pathologies comme l'anorexie. Donc vous avez des conduites comme ça qui sont des violences exercées contre soi. Anorexie ou boulimie, on est toujours là dans les mêmes configurations, soit on est dans le trop-plein ou on est dans le vide total, donc c'est toujours des formes d'agression contre soi. On a alors l'agression contre l'autre, l'hétéro-agressivité. Ici, c'est un sujet qui ne reconnaît que ses droits sans ses devoirs. Donc, on est dans une composante d'hétéro-destructivité, de destruction de l'autre. On n'est plus dans la protection de l'autre. On n'est plus dans la protection de son espace vital. On est dans l'anéantissement de l'autre en fonction de ce qu'il représente pour nous, soit sur le plan réel, un danger réel, soit sur le plan fantasmatique, un danger symbolique. Donc, je me résume. La violence
est une conduite d'autoconservation. C'est une composante inhérente à la vie. L'agressivité a deux composantes, l'hétéro-agressivité, la destruction de l'autre en fonction de ce qu'il représente de manière réelle ou fantasmatique, ou l'autodestructivité, la destruction de soi, qui va de l'inhibition aux automutilations, au suicide et aux équivalents suicidaires, etc., etc. Donc, voilà le terrain, le décor planté. Alors, ce qui explique que sur une situation comme celle que l'on a vécue, par exemple au lycée d'État et bien d'autres, les sujets vont se retrouver dans une forme d'interprétation erronée. Soit on est dans l'interprétation erronée de ce que l'autre nous a fait, soit on est dans une relation intrapsychique, bien métapsychique. Autrement dit, il y a un lien symbolique entre lui, l'auteur des faits, et la victime. Le lien n'est pas objectif, il n'est pas réel, mais la victime représente quelque chose pour lui. De sorte que lorsque celui-ci vient le piétiner, ce piétinement-là peut renvoyer à des choses sur le plan intrapsychique, sur le plan personnel. Et c'est cette représentation-là qui va conduire à l'explosivité, à une réaction qui ne correspond pas à l'action qui lui a été faite. Ce qui est sûr, c'est que le jeune homme qui va mourir, il n'est pas dans la préméditation, il n'est pas dans une conduite intentionnelle par rapport aux faits qui nous ont été rapportés. Il n'est même pas dans quelque chose qui consiste à montrer sa virilité dans un effet de groupe. Non, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait accidentel, mais la réaction va être disproportionnée. Non seulement dans cette réaction-là, il ne semble pas y avoir eu de demande de réparation. Il ne semble pas y avoir eu, d'après ce qu'on a pu nous rapporter, une demande de réparation. Il semble y avoir eu simplement un acte et après un défaut de mentalisation pour élaborer l'acte, pour intégrer l'acte dans une suite, dans un schème de comportement. Ça veut dire que de l'action qui lui a été posée à celle qu'il a posée, il y a eu comme un court-circuitage et une suite d'interprétations tout à fait illogiques en fonction de ce que ce jeune a pu présenter pour lui. Est-ce qu'il y a eu des excitations négatives ambiantes? Est-ce qu'il y a eu des cris, des moqueries, un ensemble de choses qui ont créé de l'effervescence et de la fureur pour qu'il passe à l'acte? Nous ne savons pas, mais même dans ce cas, personne ne prendra le couteau. Donc, il y a ce que j'appelle au départ une porosité des limites entre le monde virtuel, le monde fantasmatique et le monde réel. Cette porosité des limites, on va la constater même dans des passages à l'acte massifs américains, comme ce qu'on a eu hier, où des personnes ne font plus totalement la différence entre le monde virtuel, le cinéma, l'imaginaire, et le monde factuel, le réel, la vie courante. Et ce passage à l'acte, ou bien ces passages à l'acte peuvent être facilités non seulement par des vulnérabilités en fonction des traumatismes psychiques liés au psychodéveloppement de la personne, à l'histoire psychodéveloppementale de la personne, ou bien aux vulnérabilités narcissiques en fonction des relations établies dans la parentalité, ou ces passages-là peuvent être facilités aussi par l'environnement social, par le contexte criminogène, par les excitations négatives ambiantes, mais aussi par des substances psychoactives, certaines drogues qui sont de plus en plus à la portée des enfants et qui vont baisser la censure psychique et donc faciliter
la mise en acte, le déroulement de l'émotion en pulsion destructrice. Donc voilà les mécanismes qui me semblent importants de présenter et d'anticiper sur les passages à l'acte. Comment faire aujourd'hui? Comment faire? On est aussi dans une société où il y a beaucoup de tensions parce que, attention, la violence est inhérente à la vie, la violence est inhérente à la société, la violence est aussi culturelle. Le crime est inhérent à la vie, le crime est un fait social, le crime est un fait culturel, parce qu'il y a des cultures qui grandissent avec des épopées, avec des contes, des légendes, qui sont basées sur une trame tout à fait violente, sur des schèmes de comportement tout à fait violents. Donc, vous avez ces grandes valeurs-là, vous avez ces facteurs-là qui vont s'agréger et qui vont prédisposer au passage à l'acte violent. La porosité des limites, des substances psychoactives. Vous avez des gens qui sont polytraumatisés, qui sont ce que j'appelle qui sont des sujets explosifs. Vous avez des gens qui sont vulnérables sur le plan narcissique et qui vont être dans des violences d'anticipation pour éviter l'anéantissement, la disparition et ce que j'appelle la surhumiliation. Donc, et vous avez enfin l'autre concept que j'appelle le concept intégratif et qui tente d'expliquer la plupart des formes de violence, la résilience. La résilience, c'est un concept que je tente de forger qui a pour ambition d'expliquer, de montrer et de répondre à la question pourquoi certaines formes de violence, parfois massives et parfois explosives, parfois des violences tout à fait disproportionnées. C'est parce que j'estime que lorsqu'un être humain subit un désagrément, subit une agression, subit une injustice, il a besoin de réparation. Il a besoin de réaction pour baisser la tension psychique générée par l'agression, pour baisser la pulsion hétéro-agressive. C'est même la pulsion d'autoconservation, parce que me protéger, détruire l'autre qui veut me détruire, c'est une autoconservation, ce n'est pas une agressivité gratuite. Donc, lorsque cette personne, ce sujet, se trouve en face d'une personne qui est toute puissante, devant laquelle, sur le plan relationnel, il ne peut pas réagir, sur le plan judiciaire, il ne peut pas entreprendre des poursuites, et sur le plan social, il ne trouve pas d'aide qui soit capable de l'accompagner. Donc sur ces trois volets, lorsqu'une personne se trouve agressée et se trouve en incapacité de recevoir ou bien d'émettre une réponse et de recevoir de l'aide, cette personne ne va pas se résigner. Se résigner, c'est chercher à sublimer, c'est chercher à déplacer son émotion, sa pulsion, sa vengeance. C'est chercher à passer à autre chose, à oublier ce qu'on nous a fait. Mais la résilience, le résigner, c'est ça, c'est celui qui oublie, qui sublime, qui déplace la pulsion. Mais le résignant, c'est celui qui va inhiber la pulsion agressive, la réaction, la réactivité, la vengeance. C'est celui-là qui va l'inhiber en cherchant une occasion favorable pour libérer cette douleur-là, cette souffrance qu'il a emmagasinée. Donc, c'est ça la grande différence entre le résigné et le résignant. Et le résignant va rentrer dans une forme de repli, dans une forme d'hibernation de sa réaction, et ceci va progressivement s'amplifier, gangréner, s'enquister et constituer constituer, ou bien le disposer
à une réaction beaucoup plus explosive, même face à des stimuli insignifiants, même face à des excitations négatives ambiantes tout à fait insignifiantes. Autrement dit, lorsque cette personne est dans une tension surélevée, un trop-plein, il faut simplement une égratignure pour qu'elle explose. Voilà, il faut simplement que la personne, on lui écrase le pied et la personne va exploser. Parce qu'elle aura traîné depuis trop longtemps un ensemble de pulsions négatives qui vont céder face à une trop grande charge et à une réaction qui va venir, on va dire, faire trauma, vont briser, effracter, fracturer ce qu'il tentait de contenir depuis des années. Donc c'est ce que j'appelle la résilience. Et cette résilience-là va expliquer beaucoup d'événements qui se sont produits en Afrique, au Gabon, lors des élections où vous avez le problème du Rwanda, du Burundi, où on a pensé plutôt à une interprétation métaphysique parlant des réactions diaboliques. Moi, je vais plutôt dans l'explication des conduites d'échec de la résilience. Autrement dit, lorsque les personnes résilientes arrivent à bout, soit elles se suicident, soit elles rentrent dans des formes de passage à l'acte hétéro-destructeurs extrêmement disproportionnés. Donc, c'est ce que j'appelle la résilience. Voilà le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Donc, les personnes vont être dans des conduites de survie. De survie, parce que le résilient, c'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est acculé jusqu'au niveau où, soit il cède lui-même, il cède avec la société, ou il cède, il fait céder quelqu'un. Et comment agir? Comment agir? Moi, je suis en train de mettre en place une technique c'est impossible d'endiguer la violence. Et parce que la violence est inhérente à la vie, mais c'est davantage impossible d'endiguer l'agression et les passages à l'acte hétéro-destructeurs. Parce qu'il est impossible d'analyser tout le monde. Il est impossible de suivre tout le monde. Par contre, il est possible d'établir des formes d'apprentissage, des formes d'université publique, des formes de vulgarisation de la gestion des émotions pour éviter des dysrégulations émotionnelles qui vont aboutir à des conduites regrettables pour la personne lorsque, sur le plan psychique, la personne sort de ce temps un peu psychotique où il a posé un passage à l'acte qui va le mettre hors de la société, l'emprisonnement, ou bien d'autres systèmes de punition, de répression, de rétribution. Parce que la personne peut fuir, mais sur le plan psychique et sur le plan de la représentation, elle reste quelqu'un qui va souffrir de marginalisation, de rejet, même lorsqu'elle a fait la prison. Même lorsqu'elle a fait la prison. Donc bref, voilà un peu quelques éléments que je voulais développer aujourd'hui. En résumé, la violence est inhérente à la vie. Mais la violence va générer l'agressivité, qui est par contre la conduite hétéro-destructrice. Et l'agressivité va générer l'inhibition, qui est la conduite auto-destructrice. Ici, la personne s'oublie et se détruit petit à petit. Et c'est cette inhibition que j'appelle la résilience, qui est cette conduite qui consiste à être incapable de réagir face à l'agressivité et malheureusement à ne pas sublimer
déplacer la pulsion dans d'autres formes de relations, mais à emmagasiner, à engranger, à retenir, à contenir la pulsion jusqu'à ce que un événement ultérieur, anodin, vienne rompre cet équilibre précaire, fragile et aboutir à des passages à l'acte disproportionnels et irrationnels. Donc, voilà le concept de résilience qui tente d'expliquer, pas justifier, c'est ça. Le psychologue n'est pas là pour justifier les actes, mais il est là pour expliquer, pour les remettre dans une trame historique, dans un parcours de vie, et pour tenter de trouver des médiations ou d'anticiper sur des choses qui peuvent s'enquister sur l'histoire du sujet. Donc voilà, encore une fois, je suis docteur Jocelyn Ovono, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo du Gabon. J'avais intervenu à l'époque lorsque commençait le confinement. Je trouvais que le concept de confinement est symboliquement négatif parce qu'aucun humain, les humains sont condamnés à être libres, c'est une parenthèse, et le concept de confinement est très mal intégré dans le psychisme humain. Même s'il est libre, le fait de lui dire qu'il est confiné, ça lui donne le sentiment, la sensation d'être embrigadé, retenu, limité dans ses mouvements, et il conduira à des actes, à des conduites parfois disproportionnées. Bref, tout ça, ce sont des formes de violence, et merci encore. Si vous avez des questions, même des orientations, des propositions, des suggestions, je reste là et je tenterai de faire par semaine une vidéo en dehors des cours magistraux qui sont faits concernant les étudiants de ma faculté. Merci encore à vous et bien des choses. Au revoir.